Donc, les fonctions sinus-cosinus, on revient de base sur ce que c'est qu'un sinus-cosinus. On a fait quelques petits rappels, mais là, on va vraiment essayer de poser un truc propre. Alors, rappel important, on a besoin d'un cercle trigo. Cercle trigonométrique, qu'est-ce que c'est? C'est un cercle de rayon 1. C'est toujours important de savoir dans quoi vous travaillez. Donc là, ici, on a besoin d'un cercle trigo, un cercle de rayon 1. Et dans ce cercle, je choisis un angle, celui que je veux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un angle. Donc je vais l'appeler X, si ça ne vous embête pas trop. J'appelle X, on peut l'appeler alpha si vous voulez, mais je vais l'appeler X ici, pour les besoins de la cause après. Je rappelle que les angles ici, on les mesure de manière orientée. Je vais vous rappeler qu'en fait, quand on balaye comme ça, c'est positif. Quand on balaye dans ce sens-là, c'est négatif. D'accord? Donc c'est des angles orientés. Et comment on lit le cosinus et le sinus? C'est pas difficile. En abscisse, là, vous allez lire le cosinus de X, et là, le sinus de X. Donc en fait, l'angle là, si vous voulez, si je lui avais donné des petits noms là, donc là c'est 0, ou je peux l'appeler O, le point si vous voulez, là c'est le point O, le point qui est là. Là je peux appeler ça le point A, si vous voulez. Et bien en fait, l'angle X, je vais noter ici, l'angle X c'est l'angle OA, OM. D'accord? On le note comme ça avec des vecteurs. On dit qu'on démarre de OA, et on balaye jusqu'à OM. Imaginez une porte qui s'ouvre. OMA avec un chapeau, je sais pas. Alors, si vous mettez OMA avec un chapeau, enfin plutôt AOM, en fait, il est embêtant. Cette notation-là, elle est embêtante parce qu'en fait, elle ne prend pas en compte le sens dans lequel vous regardez. Tandis que celle-là, oui, elle dit que vous démarrez de OA et après vous allez sur OM. Okay, donc là, ce n'est pas la même chose. Et donc, les coordonnées du point M, c'est quoi? Quand vous êtes ici. Cos X, sinus X. Voilà, les coordonnées du point M, c'est cos X sinus X. D'accord? C'est tout con. C'est-à-dire okay. On peut faire une étude sans avoir de valeur? Oui, bien sûr, on peut poser des valeurs comme on veut, comme ça, et on peut faire une étude. D'accord? Deux choses, enfin, du coup, trois propriétés à connaître de base, mais vraiment de base. Celle-là, limite, on va même pas faire la démonstration parce que j'espère que c'est assez visible. Le cosinus X, il est compris entre -1 et 1. Pourquoi c'est évident? Parce que regardez, prenez l'angle X qui est là, et vous pouvez le faire grandir comme ça. Okay, vous pouvez le faire des tours comme ça. Vous êtes d'accord avec moi que la valeur du cosinus, elle va forcément être comprise entre -1 et 1 en fait, elle va être que là. Essayez vraiment d'imaginer, il faut vraiment que vous visualisez ça. Visualisez le bâton qui est là, et visualisez-le en train de tourner. Ouais. Et regardez ce que va faire cos X et sinus X quand vous tournez. D'accord avec moi que le cos X, là, si vous montez, le cos X va faire ça. Et après il va basculer jusqu'ici, mais il va s'arrêter là, pour après faire ça. Et en fait il va osciller comme ça, quand vous allez tourner. Normalement si je suis en train de vous parler d'oscillation, ça doit vous faire penser à un truc là. Okay, ouais. Donc le truc va osciller comme ça, et le sinus va osciller comme ça. Et c'est pour ça qu'après, dans sa représentation en termes de fonction, ça fait des trucs qui oscillent. Parce que ça oscille déjà comme ça ici, dans un cercle. Donc ces deux trucs-là, on va dire quand même que c'est assez évident. D'accord? Le cosinus et le sinus. Par contre, montrer que cos carré plus sin carré, ça vaut 1, ça se voit pas du premier coup. Mais c'est pas non plus très compliqué. En fait, il faut juste visualiser ici, là, que vous avez un triangle rectangle. Qui dit triangle rectangle dit Pythagore. Surtout quand il y a des sommes avec des carrés. D'accord? Donc je vais lui donner un petit nom, le point qui est là, si ça ne vous embête pas trop, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler N. D'accord? Et donc c'est le triangle ONM. Le triangle ONM, il est rectangle en N. Donc Pythagore me dit que OM au carré. Égal à ON plus ON. Alors je ne fais pas une rédaction propre ici, hein, c'est juste pour vous donner d'où ça vient. OM au carré, c'est ON au carré plus NN au carré. Mais OM, ça vaut combien ça? Ça vaut 1, c'est le rayon. Donc vous avez 1 au carré. ON, c'est le truc qui est là. Bah, ON, je vous rappelle que la distance qui est là, elle vaut cos. Et la distance NM, bah, c'est celle-là. Et elle vaut sin. Donc vous venez bien de montrer que comme 1 au carré, ça fait 1, vous venez bien de démontrer que cos carré de x plus sin carré de x, ça vaut 1. Tout le temps, quel que soit le x que vous prenez. C'est-à-dire vous prenez un autre angle ici, imaginons celui-là, allez, je vais prendre celui-là au pif, allez. Imaginons que je prenne cet angle-là, hop, donc l'angle il est ici. Hein. Vous allez avoir un sinus là et un cosinus là. Et bien quand vous allez faire cette valeur-là au carré plus cette valeur-là au carré, ça fera 1. Tout le temps, quel que soit l'angle que vous prenez. D'accord? Ça marche pour tout x appartenant à R. Quel que soit les x que vous prenez. Quels que soient les tours que vous faites, dans n'importe quel sens, vous vérifierez toujours ces trucs-là.
Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé de balayage en parlant de entre -1, cos et 1. Ouais. Est-ce que du coup le microscope à balayage, il Non. utilise ça aussi? Non, c'est autre chose. Carrément autre chose. Donc ici, quand on a une fonction cos et sin, maintenant comment on va poser les fonctions? Je rappelle qu'une fonction, vous devez savoir de quel monde vous partez et dans quel monde vous atterrissez. Donc la fonction cos, bon, on va prendre toutes les valeurs réelles, parce qu'on peut avoir tous les angles qu'on veut, positifs comme négatifs. Je rappelle que c'est de faire des tours en fait, hein, c'est juste ça. Donc les sinus, pareil, je vais partir de tous les réels. A priori, j'arrive où? Dans mes valeurs de cosinus, sinus. C'est quoi le domaine d'arrivée de cosinus et de sinus? Regardez dans quoi est compris cosinus et sinus. Entre plus ou moins. Ouais. Non. Entre -1 et 1. Entre -1 et 1. Vous arrivez entre -1 et 1 là. Ouais, on a démontré ça. Les valeurs de cosinus et de sinus, quand vous prenez n'importe quelle valeur dans R, c'est marqué que cosinus et sinus est compris entre -1 et 1. Et là, vous allez dire qu'à chaque fois que vous prenez un x, vous allez calculer cos x, et à chaque fois que vous prenez un x ici, vous allez calculer sinus x. Ça, c'est la définition de vos fonctions cosinus et sinus. Donc du coup, ça veut dire que cosinus x et sinus x dépasseront jamais 1. Et moins 1. Oui, c'est ça, ils seront compris entre -1 et 1. Donc ça, c'est la définition de vos deux fonctions, ok, qu'on appelle cos et sin vulgairement. Mais c'est ça. Et donc, on verra un peu plus tard, hein, je le ferai dans on avait parlé rapidement hein, dans une partie introductive, mais juste là, je vais vous la tracer en vert le cosinus, là ici, et en rouge pour le sinus. Rappelez-vous d'un truc important, le cosinus, quand vous démarrez, ça fait ça fait un truc qui fait ça. Je vais essayer de le faire proprement, mais à chaque fois je me plante quand je vais le faire proprement. Hop, c'est censé être à la même hauteur là, et forcément ça ne l'est pas. Alors, je vais essayer de faire pareil. Hop, et le sinus, c'est la même fonction, mais décalée. Donc ça donne un truc comme ça. Alors forcément, je vais toujours me planter. Ça donne un truc qui est décalé. Ok? Donc en vert, c'est cos, et en rouge, c'est sin. Et comme en plus elles vont être symétriques de l'autre côté, bah, je vous rappelle que du coup le cosinus, on verra plus tard, hein, mais ça fera la même chose là. Et le sinus, ça fera plutôt un truc comme ça. Et on va en déduire que le sinus est impair et le cosinus est pair, grâce aux symétries. Monsieur, ça veut Oui. dire qu'il y a moins cos et moins sin. Comment ça, il y a moins cos et moins sin? C'est pas moins sin et moins cos. Bah moins sin, ça existe, c'est juste sin avec un moins devant. Mais du coup, c'est de l'autre côté. Mais toi, je pense que tu confonds moins cos et moins cos x et cos moins x. C'est pas pareil. Là, quand tu prends une valeur ici, imaginons que la valeur ici, je dis une bêtise, c'est pas du tout ça. Imaginons que c'est 2. Donc là, la valeur, je vais peut-être pas pris au bon endroit, parce que je vais tomber sur un truc trop propre, qui va tomber sur l'intersection. Imaginons que 2 est ici, là. D'accord avec moi que là, ce que je lis ici, c'est cos 2. D'accord? C'est pas du tout les bonnes valeurs, mais c'est pas grave. Et toi, tu me dis, est-ce que ça existe moins cos? Bah ça dépend ce que tu regardes. Moins cos, c'est-à-dire que tu prends la valeur qui est là, et moins cos, c'est... Tu prends cette longueur-là et tu la mets là. Mais cos moins 2, c'est en fait, tu vas en moins 2, et tu prends la valeur qui est là. Il y a forcément une courbe de l'autre côté. Qu'est-ce que tu appelles de l'autre côté? Enfin, en dessous, dans le Ici? négatif, oui. Non, parce que tes valeurs de cosinus et de sinus, elles ne dépassent pas moins 1, 1. Elles ne sortent pas de ça. Tout le temps. Oui? Non, bah, du coup, bah, je pense que ma question elle est débile. Parce que comme vous venez de dire que ça dépasse pas moins 1 et moins 1, on peut pas calculer l'air sur la courbe, ça sert à rien. Si, on peut. Justement, ça sert d'ailleurs au passage. Il y a très souvent des cas où on calcule des intégrales de cosinus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, hein. Moi, c'est des TD que j'ai déjà fait dans le supérieur, qu'on appelle des transformations de Fourier. Ça permet de faire de la théorie du signal, et on calcule des intégrales pour plein de raisons, pour faire ce qu'on appelle des coefficients. Mais même parfois, calculer une intégrale sous une courbe, en physique, la plupart du temps, c'est pour calculer une énergie. Donc ça sert à quelque chose, vraiment, parce qu'en théorie du son, théorie du signal, tout ça, théorie du signal, on est sur quelqu'un qui s'appelle Claude Shannon, si je dis pas de bêtises, c'est Claude Shannon, ouais, qui en fait a été un précurseur dans la théorie du signal, et il y a vraiment des choses qui sont assez incroyables hein, dans cette théorie-là, qui font appel et à ça, et aux intégrales. D'accord? Et même aux sommes, hein, on fait des sommes de cosinus, tout ça. Et donc c'est assez impressionnant, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir de base sur la définition de la fonction sinus-cosinus. C'est on démarre de ce qu'on connaît, et en fait on va dire tiens, finalement les x qui sont là, on va les poser là, comme un ensemble de départ, et on va associer la valeur de cosinus à côté. Donc là, on va pouvoir tracer des fonctions qui ressemblent à ça. Ok?
Et on verra ça après comment on trace ça proprement. C'est bon? Bon, ok.